Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici pour la dernière de ces 3 jours de Marathon Omnivore 2023. On finit avec le bouquet final, j'ai envie de vous dire. Je suis ravie de vous voir nombreux et nombreuses, malgré le temps, malgré le fait qu'on soit un mardi et que vous ayez bravé toutes vos obligations pour être avec nous. Merci également à mes invités d'avoir fait du temps dans vos emplois du temps bien chargés pour être des nôtres, d'être venus parfois de loin dans vos cas. Je voulais commencer avec un chiffre. Ce chiffre, c'est 200 000. 200 000, ça équivaut, c'est les 200 000 postes vacants par an depuis 5 ans en hôtellerie-restauration. C'est assez préoccupant de savoir que la tendance n'est pas du tout en train de s'inverser. Quand on parle de ressources humaines, c'est un métier qui à la fois passionne parce qu'on est là à faire des salons, à faire des émissions, et en même temps qui fait fuir de tous les talents qui se disent que c'est trop dur, que voilà, on a beaucoup de contraintes et de freins qui concernent la nouvelle génération et qui fait qu'on reste avec ces 2000 postes vacants dans le secteur, tout confondu. Pour faire face donc aux problèmes de personnel qui continuent de toucher le secteur, les solutions se multiplient quand même. On va essayer d'être positif et de parler aussi de solutions. Il y a un basculement managérial qui est en train d'opérer dans le secteur, qui concernait beaucoup les entreprises hors hôtellerie-restauration, management bienveillant, l'humain au cœur. On entendait beaucoup ça dans le reste du monde professionnel, mais un peu moins dans la restauration. C'est arrivé plus tard. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc innover pour recruter, repenser son rapport au travail, pour fidéliser, pour s'adapter, pour toujours repenser ce métier. C'est ce à quoi sont confrontés donc, mes invités, qui sont tous les 3 chefs d'équipe aussi, chefs d'entreprise. Merci à tous les 3. Éric Guérin, chef du restaurant étoilé La Mare aux Oiseaux. Thierry Marx, chef exécutif et directeur de la restauration, Mandarin Oriental, au Nord, et depuis quelques temps président de l'UMI, le syndicat Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Jérémy Galvan, chef du restaurant étoilé qui porte votre nom à Lyon. Merci à tous les 3 à nouveau d'être ici. Pour commencer, une question qui vous est destinée à tous les 3, vous y répondez comme vous voulez. Vous êtes tous les 3 issus du secteur, vous travaillez dans le milieu depuis un moment déjà. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le métier en ce qui concerne la question de l'humain? Thierry Marx. Ça tombe sur moi. Merci. Non, la question de l'humain a évolué, je dirais presque forcément, parce que depuis les années 2000, globalement, on a toujours l'impression que c'est très récent, ce manque de personnel, mais finalement, si on a le courage de regarder un petit peu l'antériorité, les problématiques de recrutement sont nées en 1997, quand on a commencé avec la loi travail sur la réduction du temps de travail. Donc ça a perturbé globalement déjà l'hôtellerie-restauration. Donc l'humain est devenu, s'est raréfié dans nos métiers. Donc on a commencé à entrevoir l'idée d'avoir un management plus inclusif, moins dur des fois, et surtout de planifier le travail un petit peu différemment. Et finalement, on pensait que les choses allaient s'améliorer. Et globalement, les chiffres que vous avez donnés sont réels. Il manque 200 000 postes dans la profession pour couvrir les besoins, mais il manque 300 000 postes finalement, parce que l'hiver, il nous faut 100 000 en plus pour les saisons. Donc vous voyez qu'il y a une récurrente aujourd'hui sur laquelle il faut s'interroger sur les problématiques de manque d'attractivité de nos métiers. Alors on a une part de responsabilité, nous professionnels, dans le sens où on ne sait pas en parler. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des métiers où on peut s'épanouir assez rapidement, on peut monter en compétences assez rapidement, on peut gagner sa vie un peu mieux, un peu plus rapidement, mais on aime bien dans nos métiers l'autoflagellation en disant c'est dur, la restauration c'est dur, métier de la santé c'est dur, et on a les mêmes problématiques de raréfaction du personnel, mais aussi de planification du personnel. Les métiers de la logistique, c'est la même chose. Donc ça veut dire que ce n'est pas réservé à l'hôtellerie-restauration d'avoir des problématiques de recrutement. Et je termine mon propos sur la façon dont on a placé l'humain au cœur de nos métiers, c'est qu'il a fallu apprendre à manager. Avant, c'est qui m'aime me suivent, c'est ce que j'ai connu moi dans ma formation qui était à peine acceptable.
Aujourd'hui, on va essayer de partager un projet en commun. Parce qu'effectivement, quand une maison, et c'est le cas de mes confrères qui sont ici, quand la maison réussit, eh bien évidemment, le collaborateur a l'usufruit aussi de cette réussite. Il va pouvoir mieux se vendre sur son CV, participer à l'évolution de l'entreprise qui va co-construire sa propre évolution. Donc vous voyez, c'est un peu... les choses ont évolué vraiment parce qu'on a replacé l'humain, parce que cet humain s'est raréfié dans nos métiers. Je vous voyais opiner du chef, Éric Oui, Garand. alors moi j'ai commencé en 88, à une époque où il fallait user de pistons pour rentrer dans les maisons étoilées. Et c'est vrai que quand on était dans ces maisons-là, on nous disait de toute façon, si t'es plus là, il y en a 10 000 sur le bureau et c'est pas grave. Et c'était plus qu'inacceptable. Mais finalement, on l'acceptait très bien et ça s'est très bien passé aussi, malgré les bousculades et tout ce qui s'est passé. Et à l'époque, on n'avait pas ce problème d'horaire ou de timing. On ne savait même pas combien il fallait travailler dans une journée. On travaillait, on suivait un chef et on y allait. Et surtout, on ne lâchait pas le morceau parce qu'on avait l'impression que si on lâchait le morceau, tout s'effondrait. Et puis, petit à petit, je pense aussi, et ça, Thierry, tu ne l'as pas noté, mais l'arrivée aussi des chefs à la télé a beaucoup changé aussi la population des gens qui sont venus taper à la porte. C'est-à-dire qu'on est passé d'une voie de garage, un petit peu on loupait les études, on allait dans la profession, et là il fallait effectivement avoir un peu des chefs d'orchestre un petit peu durs pour former des gens avec peut-être une éducation, une culture un petit peu différente et qui arrivaient pour faire de la cuisine de l'excellence. Et là, il fallait être assez carré. Et puis d'un seul coup, on a des jeunes qui sont arrivés chez nous, des gens qui ont voulu aussi changer d'orientation. On a vu arriver aussi beaucoup de femmes dans un métier suite à la télé parce qu'ils voulaient rêver, ils voulaient aller cueillir des fleurs dans les champs, faire des infusions. C'est les fleurs qui ont amené les femmes en cuisine. Ouais, et à ce moment-là, moi je me suis même retrouvé avec des brigades entières de femmes, et ce qui à l'époque me plaisait plutôt pas mal. D'ailleurs toujours, j'essaye de trouver la parité. Et je pense qu'on n'était pas prêts à ça non plus. C'est-à-dire que là, ils se sont retrouvés confrontés à l'ancienne école avec des gens qui venaient chercher autre chose. Et on s'est retrouvé face à l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire des gens déjà à la perte effectivement d'envie pour venir travailler chez nous, parce que justement la perte de repères, on propose des choses puis on se rend compte que la réalité n'est pas vraiment effective par rapport à la proposition, et puis une évolution très rapide des générations, des jeunes aussi qui ont été très vite livrés un peu eux-mêmes, qui cherchent un cadre mais qui ne supportent pas le cadre. Donc il faut arriver à jongler dans tout ça, c'est-à-dire leur montrer qu'on est là pour leur montrer le chemin, mais dès qu'il y a un dérapage, il faut les rattraper très très vite parce que sinon ils perdent confiance, ils perdent espoir et hop, ils zappent et ils s'en vont. Et quand ils s'en vont, ils n'essayent pas de se rattraper aux branches, ils changent. Et ça, c'est très difficile parce qu'effectivement, là, il faut des notions de management, il faut des notions d'humain, il faut remettre le cœur à sa place et il faut redonner la confiance. Et ça, c'est mon travail de tous les jours. Ces notions de management, on ne les apprend pas à l'école hôtelière, en tout cas dans les formations de base comme le CAP. On apprend à être cuisinier, on apprend à tourner des champignons, on apprend moins à savoir manager une équipe. Oui, c'est probablement vrai, mais ça s'acquiert. C'est-à-dire que déjà, quand vous commencez à apprendre le respect, vous savez qu'à une période de la journée, il va y avoir des tensions qui sont un peu plus fortes, une pression excessive. C'est là où il faut apprendre. Donc le management, ça s'apprend. Mais pour rentrer dans ce qui vient d'être dit aussi, c'est que d'abord, toutes les études que nous menons aujourd'hui au travers de l'UMI nous disent, assez largement, pas simplement les jeunes, nous n'aurons plus un rapport sacrificiel au travail. C'est un point qu'il faut prendre. Ensuite, quelle était ma méthode pour moi pour entrer dans ce métier ? Les anciens disaient, apprends tes bases, fais ce qui est nécessaire de faire. Donc, travaille chez les meilleurs en acceptant un peu les conditions extrêmement difficiles qui viennent d'être évoquées. Tu auras du plaisir au travail. Aujourd'hui, on a une génération qui arrive, dit, oh là 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 là, attendez, vous êtes gentil. Moi, la pyramide de Maslow, je la retourne. Si c'est fun, je viens. Et si je viens et que je trouve ça fun, j'irai chercher les compétences. Donc, on a affaire à des personnes qui ne veulent pas forcément être des solutions métiers, mais qui veulent être célèbres. La passion ne suffit plus à maintenir les gens longtemps dans la profession. Jérémy Galvan. Oui, mais il y a un vrai problème, parce que quand je vous écoute, donc moi je suis à l'aube de mes 40 ans, dans 15 jours j'ai 40 ans,
j'ai l'impression d'être complètement déconnecté de la génération qui arrive. J'ai l'impression qu'on perd la valeur travail. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à faire comprendre que par la répétition du geste, par l'envie d'aller plus loin, on va être meilleur et on va se nourrir de l'intérieur. Et du coup, on va devenir plus grand individuellement et en groupe. C'est ça qui est hyper rageant. C'est que j'ai une amie médecin qui me dit, mais même les internes me disent, mais je veux partir à 17h. Mais si quelqu'un est au bord en train de mourir à 17h, tu vas pas partir, tu vas rester. On est dans les métiers d'humain. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui économisent des années pour venir dans nos maisons, qui s'offrent ce moment. On ne peut pas être dans un moment tranchant comme un rideau qui tombe devant un magasin. Il faut qu'on soit des humains compréhensifs et il ne faut surtout pas leur faire oublier que la valeur travail, elle va passer par l'effort et la rigueur et il est obligé d'être... Moi, je veux bien répondre sur la valeur travail. Très bien. Pourquoi pas? C'est tout le sujet avec les OS et les OP aujourd'hui, les organismes syndicaux et les professionnels ou salariés. La valeur travail. Moi, aujourd'hui, quand je donne 1 800 € à quelqu'un, il lui reste en gros 1 350 €. Avec ces 1 350 €, il peut aller jusqu'au mieux au 10 du mois. Il ne peut pas se loger parce qu'il n'y a plus de logement à louer. S'il habite Donc, à Paris, à un en moment particulier. donné, je veux bien qu'on parle de valeur travail. Je suis convaincu de cela. Mais à un moment donné, cette valeur travail, il faut qu'elle paye. Quand je recrute quelqu'un qui a 2 heures de transport, qui n'a pas de mobilité pour venir travailler dans l'entreprise, c'est compliqué. Donc, depuis 40 ans, la valeur travail se dégrade. Donc, si le travail m'émancipe, me fait monter en compétences, que je gagne mieux ma vie, que je peux me loger, que je peux me nourrir, que je peux m'habiller, que je peux payer ce que je dois, donc je sens que le travail dans lequel je me suis engagé, dans le projet métier dans lequel je me suis engagé, peut m'émanciper, voire me faire sortir de ma condition sociale, ça c'est intéressant. Le problème c'est qu'aujourd'hui, et depuis, c'est pas aujourd'hui, ça fait 40 ans que la valeur qu'on appelle la valeur travail, eh bien, de façon numéraire, ne correspond pas au projet que j'avais amené. Donc c'est simple, et je termine mon propos, c'est simple. Quand vous avez un peu de moyens, que vous venez d'une extraction sociale où vous êtes un petit peu encadré, tout va bien, vous faites l'école, je ne vais pas citer de nom, qui va bien, vous avez le diplôme qui va bien, vous avez été assez rapidement chez quelques chefs connus pour récupérer un peu de compétences métiers, vous vous installez ou vous ne vous installez pas, vous prenez la lumière, tant mieux, vous ne prenez pas la lumière, vous arrêtez. Il faut voir le taux de démission qu'il y a sur les 3 dernières années, 98 000 démissions dans nos métiers. Donc vous voyez qu'il y a un sujet sur la valeur travail, il y a un sujet sur l'attractivité métier, mais quand on parle d'hôtellerie-restauration, effectivement, on pourrait ouvrir ça à tous les secteurs. Est-ce que le travail aujourd'hui en France émancipe ou pas? Oui, ça va de pair avec la paupérisation du secteur, du travail. On est bien d'accord. L'ubérisation, on y reviendra. Moi, je voulais juste dire que chez nous, on parle surtout pas de valeur travail, on parle de la valeur du cœur et les gens, je pense, viennent chez nous pour ça. Aujourd'hui, j'oscille entre 48 et 57 employés. On est 2 avec Félix à gérer ça, aussi bien la salle, la cuisine, la réception et tout le monde, barman. Vous n'avez pas de RH. Oh non, on n'a pas de RH, c'est uniquement nous. Et quand on prend un engagement avec eux, vous rentrez à la mare aux oiseaux, vous rentrez dans une bulle de protection. C'est-à-dire que nous, notre engagement, c'est de vous protéger. Et votre engagement à vous, c'est de nous protéger. Pas de nous protéger parce qu'on est vos patrons, mais on est le moteur, l'énergie. C'est-à-dire que c'est nous qui devons insuffler l'énergie positive à la maison. Et après, si vous, aussi petit soit-il, vous mettez un grain de sable dans la machine, vous entraînez toute une machine qui fait que quand vous remuez une petite branche en haut, nous on se prend un tronc d'arbre là-haut et qu'est-ce qu'on vous renvoie dessus? Pas du bon. Donc si tout le monde fait un petit peu attention à éviter le grain de sable, en fait là-haut on n'envoie que du bon. Si on n'envoie que du bon, vous avez que du bon. Et ce bon-là crée du bon au niveau de la clientèle qui vient. Et là on commence à créer dans la maison une bulle d'énergie. Nous on appelle ça un égrégore. Et cet égrégore-là évite le mauvais de rentrer. Et à partir de ce moment-là, le travail pénibilité en France et notamment dans la restauration, avec le bon courage qu'on entend toutes les 30 secondes. Chez nous, c'est banni, c'est bon plaisir. Et ça change tout parce qu'on vient plus au travail avec la boule au ventre, on vient plus au travail pour travailler, on vient au travail pour s'épanouir personnellement, avec dans une équipe de 50 personnes, chacun qui est pris
à sa juste valeur et à sa valeur humaine, c'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, c'est à ce que chacun puisse s'épanouir personnellement. Alors même en salle, on a mis en place le théâtre, on a mis plein de trucs pour qu'il s'épanouisse, mais que chacun y cherche sa véritable personnalité et apporte sa personnalité et surtout sa différence au groupe. Et on fait notamment de l'inclusion avec des gens aussi bien LGBT que de couleurs différentes, que transsexuels, que tout ce qu'on veut. On a tout ça dans notre équipe et tout ça arrive à trouver son chemin et fait que finalement, aujourd'hui, nous, on n'est pas en manque de personnel, on a des listes d'attente. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Quand j'entends parler de tous mes collaborateurs et mes collègues, en tout cas qui sont sur ce point-là. Et notamment aussi, et je finis juste là-dessus, j'ai aussi beaucoup de mamans qui m'écrivent sur les réseaux sociaux parce que justement complètement perdues par rapport à la violence du métier, aussi bien en salle qu'en cuisine, et qui m'appellent au secours. Et je leur dis, envoyez-moi votre fils, envoyez-moi votre fille, ne serait-ce que dans la discussion pour que j'essaye de comprendre avec eux ce qui ne va pas et que j'essaye de les réorienter. Et je suis persuadé qu'on peut retrouver un chemin correct dans cette profession. En fait, je vais juste corriger une chose, c'est que quand je parle de valeur travail, je parle pas, c'est pas quelque chose de négatif. En fait, je suis pas en train de dire valeur travail, c'est faire des heures pas payées. C'est nourrir l'homme que l'on est ou la femme que l'on est. En fait, c'est juste quand on se nourrit de l'intérieur, on devient grand. Quand on devient grand, on devient confiant de l'intérieur. C'est seulement ça en fait que je veux juste te dire, c'est que effectivement, le nombre d'heures, à chaque fois que j'ai fait des heures chez un des patrons avant, je me disais toujours, ça sert pour la maison, bien sûr, mais ça sert pour moi, parce que je vais m'enrichir et je vais devenir plus grand. Évidemment, c'est horrible que les gens n'arrivent pas à finir la fin de mois, évidemment que tout ça, c'est horrible. Mais je ne veux pas juste pas me tromper de sujet en me disant, il ne faut pas cacher la face de l'iceberg qui est sous l'eau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas leur faire croire qu'on va essayer d'être tout le temps à leur écoute. Non, la vie, c'est pas ça, en fait. Moi, j'ai mangé au Resto du Cœur quand j'étais enfant avec mes parents. C'est pas ça la vie. La vie, on s'accroche à des difficultés et que effectivement, des fois, il faut aller un peu plus fort et un peu plus de l'avant et se faire violence. Et on en sort grandi. Mais encore une fois, moi, si j'ai fermé samedi dimanche, c'est pour pouvoir grandir mes enfants. Si j'ai fermé samedi dimanche et 3 midis par semaine, c'est pour que mes collaborateurs aussi aient une vie privée. J'essaie de faire attention à tout ça. Mon seul questionnement, et encore une fois, c'est juste un questionnement, c'est de me dire, attention, est-ce qu'on ne perd pas un petit peu de ce manque d'engagement personnel avec nous-mêmes et pas envers nos maisons? Sur la question du recrutement, qu'est-ce qu'on met en place pour juste attirer vraiment de manière très concrète? On parlait ensemble de la semaine de 4 jours, je sais que c'était un de vos combats aussi historiquement. C'est quelque chose qui permet de retrouver aussi un équilibre entre vie pro, vie perso pour le personnel. Est-ce que c'est suffisant de proposer 4 jours par semaine et donc 3 jours de repos? Je ne pense pas, parce que j'ai discuté avec Eric tout à l'heure, je disais, on a tous des équilibres différents. J'ai discuté avec plein de maisons différentes qui ont des équilibres différents. Moi, j'ai cru que samedi, dimanche et 3 midis, ça allait suffire, mais en fait, non. Mais après, c'est notre travail de management. Mais quand on n'est pas formé à ça, il faut faire un travail en parallèle là-dessus, ce que je fais. Il faut essayer de comprendre les rouages du métier. Et je pense que c'est hyper personnel à chaque maison, quoi. Quand vous dites que c'est pas suffisant, ça veut dire que c'est ce qui pêche aujourd'hui, c'est quoi? C'est le manque de personnel ou le fait qu'ils s'accrochent, enfin qu'ils restent pas suffisamment chez vous? Non, ce qui pêche, c'est que j'ai commencé en 98 avec un CAP classique et que le management, c'était un mot qu'on n'utilisait pas et que j'ai découvert que ça fait 11 ans, 12 ans que je suis installé et que je me suis formé au management il y a 2 ans. J'avais jamais entendu parler de ce mot, on y allait, la tête dans le guidon. Et effectivement, c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir connu avant, parce que le nerf de la guerre, il est bien là, et il est d'emmener des humains avec nous, et si on ne sait même pas ce que c'est que le management ou gérer l'humain, c'est un peu compliqué. Donc il y a cette notion de faire une formation aussi, de se former en continu, aussi bien sur le terrain, mais aussi se faire aider. Vous êtes fait aider par quelqu'un? Oui, bien sûr. J'ai fait une formation de management, j'ai fait l'auto-hypnose, parce que, en fait, ce qui est simple, c'est que je suis arrivé à un constat, j'ai fait une formation de management, elle me donne des outils que je ne suis pas capable de mettre en place, parce que du coup, dans mon mécanisme, c'est pas ancré comme ça. Je dis, bon, si je n'arrive pas à les mettre en place, je vais peut-être aller chercher plus loin. Je fais de l'auto-hypnose avec une hypnothérapeute, tout ça, pour essayer de faire en sorte que ça rentre. Parce que le problème, il est plus profond que ça. En fait, il n'est pas que dans le management. Moi, je me dis, en fait, c'est... Autant mon métier dans ma créativité, c'est une thérapie, autant un management, c'est une thérapie. Et du coup,
j'ai besoin d'avancer comme ça, de me dire, en fait, si j'arrive pas à mettre ça en place, il faut que je me fasse aider autrement et d'avancer. Thierry Marx, il y a un gros angle mort dont on parle assez peu, surtout dans ces sphères où on parle de la petite poignée de chefs qui sont très médiatisés et qui sont déjà très visibles. En fait, ça représente une infime partie du secteur. Vous me parliez de 2000 finalement noms qu'on entend beaucoup et qui font la renommée de la gastronomie française. Mais derrière, c'est 175 000 établissements dont on entend très peu la voix. C'est ce que vous essayez de porter et c'est aussi comment on accompagne ce secteur dans cette intégralité et non pas seulement les plus médiatiques dans un changement managérial vraiment systémique et profond. Alors, c'est ce qui est souvent évoqué, évidemment, on donne la parole à ceux qui ont pris la lumière ou qui prennent la lumière, et tant mieux, c'est bien, il faut des rôles modèles et on a besoin de ces rôles modèles. En gros, si on regarde entre certains guides, une liste, et puis il doit exister, je ne sais pas, encore un autre moyen d'évaluation, on se dit, on parle à 2000 personnes, chefs et chefs E. Bon, est-ce que ces chefs et chefs E représentent l'entièreté professionnelle du secteur? Vous avez évoqué 175 000 établissements de restauration, 70 000 hôtels en France. Bien évidemment, il y a des gens qui travaillent 7 jours sur 7 dans ces secteurs d'activité où, bien évidemment, il a fallu apporter à ces entreprises l'idée qu'elles mettent du management, de la planification, qu'elles aient les outils de planification absolument nécessaires. Donc ça, vous avez parfaitement raison là-dessus, mais il faut travailler sur le fond, pas simplement sur la forme. Et très récemment, on était encore à l'Élysée, où on est là à défiler avec nos vestes et tout, c'est formidable. Mais en dessous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sur ces 175 000 établissements, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Hier, j'étais à Reims et je voyais des entreprises et je discute avec un monsieur qui a plusieurs restaurants. Je lui dis, mais en termes de salariés, il me dit, si je compte bien, on est 1600 collaborateurs. Un monsieur, ni vous ni moi n'en avons entendu parler. Pourtant, il représente une partie importante dans la région rémoise et il a 1600 collaborateurs. Donc, on a travaillé sur le fond avec ces entreprises pour qu'on amène, de la planification. On parlait de semaine des 4 jours, elle n'est pas tombée du ciel. On s'est dit, la semaine des 4 jours peut compenser la coupure. Il va falloir réfléchir, projeter, coupure ou pas coupure. Effectivement, comme ça vient d'être évoqué, il faut répondre au client quand il est là. Et bien souvent, on a besoin dans les établissements de coupure. Bon, aujourd'hui, on a essayé d'amener l'idée que cette coupure, soit elle était rémunérée, sans charge sociale, ou alors, on compensait avec une demi-journée ou une journée supplémentaire de repos. Aujourd'hui, ça répond bien. Ce n'est pas simplement, encore une fois, la rémunération, c'est la planification de nos vies en entendant ce qui a été écrit dans toutes les enquêtes d'opinion qui ont été faites après le Covid. Je n'aurai plus un rapport sacrificiel au travail. Donc tant que le travail me passionne, tant que j'intègre ce travail comme un épanouissement personnel, tant que je constate que cet épanouissement personnel me nourrit de façon heureuse intellectuellement, mais en même temps me permet de me loger. On a parlé du problème d'emploi et je clôt là-dessus, mais moi j'ai surtout un problème de logement. Aujourd'hui, on dit un toit, un emploi. Donc je peux proposer autant d'emplois que je veux à énormément de gens, que j'accepte leur diversité, ça ne me pose pas de problème. Aujourd'hui, dans nos méthodes de recrutement, on dit simplement aux candidats, et c'est ce qu'on a fait avec le CV numérique, venez même sans diplôme. La montée en compétences, on vous aidera à l'avoir. Mais aujourd'hui, j'ai cruellement un problème de mobilité et un problème de logement. C'est ajouté là-dessus les problèmes de meublé touristique qui, maintenant, ne nous permettent plus, à nous, restaurateurs ou hôteliers, de louer des endroits pour loger notre personnel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises créent du logement pour loger leur propre personnel. Vous voyez que la mécanique du retour à l'emploi, elle n'est pas simplement liée au phénomène de l'offre d'emploi. Elle est liée à tout notre problème de société que nous avons aujourd'hui. Quand je veux embaucher un jeune qui est à Clichy-sous-Bois, j'avais des jeunes qui venaient en trottinette de Clichy-sous-Bois parce qu'il y avait plus, le tram n'est pas encore là. On nous l'a promis pour 2024, donc de Clichy-sous-Bois en trottinette, parce que c'est un passionné de cuisine, parce qu'il veut faire Top Chef, ce qui est parfaitement louable de dire moi aussi je veux être un chef connu, et c'est formidable de les pousser là-dedans, mais le sacrifice de ces gamins qui venaient de Grigny à la Grande Borne ou de Clichy-sous-Bois pour adhérer à nos écoles,
Et ensuite, tous les chefs qui sont quand même plutôt généralement des gens généreux nous disent mais ouais, je veux bien le prendre, mais écoute, on finit à 23h, 23h30, le gamin rentrait à Clichy-sous-Bois ou à Grigny en trottinette. Vous voyez, c'est des mécanismes qui sont diversifiés comme ça, qui empêchent des fois dans nos métiers le retour à l'emploi. Là, on touche à quelque chose de l'ordre des politiques publiques aussi, et d'avoir des politiques de logement, de transport qui permettent un accès plus J'entends, large. mais la politique publique, c'est à moins de 20 ans, il n'y a pas grand-chose de fait. Voilà, donc c'est là où je veux en venir. C'est que, est-ce que vous vous sentez entendu aujourd'hui avec une voix qui porte dans le milieu de la restauration, une sorte vous êtes un représentant aussi. Vous avez raison sur la voix qui porte. Vous allez à l'Élysée, vous vous sentez entendu? Alors, c'est bien d'aller à l'Élysée, c'est bien d'être entendu, c'est bien de travailler avec le régalien, mais à un moment donné, il faut que tous les gens connus, on a parlé de 1500, 2000 chefs, se sentent aussi solidaires de la base. Je vous dis, on ne fera pas avancer les choses uniquement par l'élite. Donc l'élite est un rôle modèle qui nous élève, nous donne envie d'atteindre des sommets, et c'est formidable. Mais il faut à un moment donné qu'on se regroupe, peu importe dans quel syndicat on est, mais de se regrouper pour dire, autour de la table de négociation, il va falloir faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous avez eu très récemment des émeutes en France. Immédiatement, on nous convoque pour nous dire c'est formidable vos écoles, vos métiers, vous pouvez former et recruter. Tout ça. Je ne peux pas embaucher un gamin de 17 ans. Lui dire tiens, tu vas faire un extra, on va faire un contrat de travail à la journée, à la semaine, au mois. Ces gamins qui sont bien souvent dans ces quartiers sont dans l'hésitation. Il faut trouver un petit revenu quelque part. Vous prenez ma génération, et je viens de ces quartiers, donc j'ai une certaine légitimité pour en parler. On allait faire un petit extra chez Gégène ou Roger Lafrite, on allait démonter ou remonter un marché en ville, et on touchait un petit peu d'argent, ce qui nous évitait d'aller le chercher ailleurs. Donc, il y a tout un tas de choses à faire bouger dans nos politiques publiques, comme vous l'avez évoqué, mais encore une fois, aujourd'hui, notre syndicat représente 35 000 membres, l'autre syndicat doit représenter entre 18 000 et 20 000 membres, peut-être, je ne sais pas, et puis tout un public de chefs et chefs, qui pourraient rejoindre tout ça. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse bouger les choses, et faire bouger les choses, c'est du politique, pas forcément du politique pour se dire je vais être élu un jour parce que le risque c'est que je ne sois pas choisi, mais de se dire eh bien ensemble on peut faire bouger des choses sans idéologie. Aujourd'hui, il faut permettre à des gens de mieux gagner leur vie, mais comment vous expliquer un chef d'entreprise? Je vous donne un exemple qui va parler à tout le monde ici. Pour 100 000 euros de chiffre d'affaires, il vous reste 2 000 euros. Partage de la valeur. Donc, tant que nos métiers sont autant taxés, autant chargés, vous ne pouvez pas partager la valeur parce que vous ne pouvez plus en créer. Donc voilà, c'est soit on est dans la confrontation idéologique, soit on se dit bon, on élève un peu les choses et on essaye de réfléchir ensemble. Mon prédécesseur, très ancien, André Daguin, avait misé sur la baisse de la TVA. Ça n'a pas fonctionné parce que ça n'a pas été acté peut-être correctement. Mais à un moment donné, il va falloir donner de l'oxygène à ces entreprises pour qu'elles puissent redonner, à juste titre, à leurs salariés. Avant de donner la parole à... Oui, Eric Guérin voulait Non, je voulais dire qu'il y avait quand même des moyens aujourd'hui, quand on se creuse un petit peu la tête, de faire évoluer les choses. Et notamment, il y a quelque temps, Félix en rentrée de voyage et me dit c'est quand même plus possible en France, il n'y a plus de pourboire, il n'y a plus tout ça. Le président de la République a dit qu'il allait défiscaliser les pourboires. Pourquoi? Et ça sert à quoi? Il a creusé un petit peu. On a mis en place une application qui s'appelle Tipsy, pour la nommer, sur notre TPE. Et les gens, quand ils arrivent à la réception avec un grand sourire en disant votre personnel, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et là, la petite jeune fille qui est à la réception dit si vous voulez remercier l'équipe qui vous a servi, vous pouvez le faire. Vous avez un pourcentage. Donc le pourcentage, c'est nous qui le mettons, 5%, 6%, 10%. Et les gens, 9 fois sur 10, cliquent dessus. Et juste pour donner cet exemple-là, moi, mes gars, en Bretagne, c'est pas la Côte d'Azur, hein, ça flambe pas dans tous les sens. Ils avaient en moyenne entre 20 € et 70 € les gros mois d'août de pourboire. Aujourd'hui, on vient de clôturer l'année avec 100 000 € de pourboire, divisé en 50 personnes. Mois d'août, ils ont eu 300, si je dis pas de bêtises, Félix, c'était par là, 360 €, je crois, 360 € chacun, qui tombent sur un petit compte.
Ils peuvent ou soit le dépenser, soit le garder pour leurs vacances, pour leurs trucs. Nous, ça nous coûte absolument rien. Et ça, on en a énormément parlé à beaucoup de chefs. Ils ont eu du mal à y venir, mais là, ça y est, ça commence à venir. On a eu des échos dernièrement comme quoi ils voulaient refiscaliser les pourboires. Du coup, j'ai appelé tout de suite Guillaume Gomez. J'ai vu avec ma copine Yael Braun-Pivet aussi à l'Assemblée pour essayer de remonter au président pour dire voilà, ça c'est une belle valorisation de nos métiers. Ça permet à tout le monde de gagner de l'argent. Si demain on refiscalise tout, tout ça, ça tombe à l'eau. Les gens aujourd'hui n'ont plus d'espèces, donc on va retomber à zéro. Et ça se fait dans tous les pays, les pourboires. Et c'est plutôt une belle façon de les remercier et de valoriser nos métiers. Ça fait le lien justement avec la question que je voulais vous poser. Avant de vous donner la parole, d'ailleurs je vais faire passer un micro ensuite pour pouvoir interagir. La question des métiers de la salle, qui est un peu le parent pauvre de la restauration, qu'on oublie un peu dans les émissions, complètement même pour le moment. Comment on fait pour... parce que de mes discussions avec les restaurateurs et les restauratrices, c'est le gros caillou dans la chaussure que de recruter, surtout en salle. En salle, en cuisine, quand on a des grands noms, on arrive à avoir des CV, on arrive à continuer à attirer. En salle, il y a moins de rôle modèles dont on parlait tout à l'heure, moins de grandes stars de la salle. Je vous mets au défi de m'en citer 5 peut-être, ou 10 grands noms des métiers de la salle en France. Comment on fait pour redorer le blason de ces métiers ? Là, si je peux me permettre de prendre la parole, et après je laisserai à mes collègues, mais je pense qu'on est notre génération, et moi je me rappelle très bien des discussions qu'on avait à Génération.c il y a quelques années, où on se disait on va mettre les cuisiniers, on va plus avoir besoin des serveurs, on va mettre les cuisiniers qui vont aller servir en salle et tout ça. Et déjà à l'époque, je me disais on est en train de se tirer quelque chose de pas terrible, quoi. Et effectivement, je pense que les chefs ont... moi, quand je suis rentré à Tour d'Argent, les cuisiniers, on n'avait pas le droit de parler à l'équipe de la salle. Parce qu'on était les grouillots, on était les... Voilà, c'était interdit de parler à l'équipe de salle. On était d'un côté du pass, et il n'y avait que le chef qui faisait le lien, et nous, on n'avait pas le droit de leur parler. Et puis, petit à petit, les cuisiniers ont pris le pouvoir. Encore une fois, je pense que c'est un peu grâce à la télé, même beaucoup. Et on en a oublié, effectivement, le côté de la salle. Alors nous, chez nous, moi, en tout cas, je mets beaucoup, beaucoup d'énergie pour justement être avec eux, passer du temps avec eux, leur transmettre une véritable culture de la région. Et chez nous, ce ne sont pas des serveurs, ce sont des compteurs. Et encore une fois, on leur fait ces scènes de théâtre où ils passent dans un vrai théâtre avec un véritable metteur en scène pendant... alors c'est 3 heures par mois. Et ils passent une après-midi pour apprendre à avoir confiance en eux, à parler différemment, à se respecter les uns les autres et à avoir cet esprit de troupe de théâtre et surtout à devenir des conteurs. Et après, on a 2 façons d'aborder les choses à chaque fois qu'on change des plats. Donc chez nous, c'est toutes les semaines. C'est une approche technique, tel producteur, tel cuisson, tel assaisonnement. Ça, c'est tout à fait normal. Et ensuite, Félix vient m'interroger, moi, sur... ma sensibilité, pourquoi j'ai écrit ce play-là, l'humidité, le changement de saison, un souvenir, une émotion que je veux transparaître, une carte postale, quelque chose comme ça. Et on fait une deuxième transmission. Alors on laisse d'abord avaler la première qui est plus technique, et on fait une deuxième transmission beaucoup plus émotionnelle, et ce qui leur permet chacun, avec leurs mots, de récupérer à la fois des mots techniques et des mots du cœur, et de pouvoir les transmettre, et d'exister sur la table, pas d'être un serveur qui chuchote la main dans le dos en disant le chef il est beau, le chef il est merveilleux. Non, moi ce que je veux c'est que chaque personne elle existe, déjà elle se présente par son prénom quand elle arrive sur une table, et mon plus grand bonheur c'est quand j'arrive à la réception et qu'on me dise la petite Leïla parce que c'est un peu notre petite princesse de cœur, voilà, qu'est-ce qu'elle est mignonne, et la prochaine fois je vais être servi par elle, et là j'ai gagné, quoi. Jérémy Galvan, vous utilisez aussi le théâtre pour former Oui, tout à fait. Alors moi, c'est un peu différent parce que mon épouse est comédienne. Donc c'est vrai qu'il y a quelques temps, de 2011 à 2018, on a créé le restaurant ensemble. Et après, quand elle a arrêté, je lui ai dit ce serait vraiment intéressant que tu puisses nous enseigner les outils du comédien, aussi bien à la cuisine, à la plonge qu'à la salle, sur la connexion des équipes et sur la prestance et ce que le corps renvoie à l'autre. Et donc, elle a commencé à venir nous faire des formations. Et effectivement, maintenant, on ne fait plus aucun service sans se connecter. On se tient tous les mains en se regardant dans les yeux avant chaque service, juste pour savoir qu'on est là pour l'autre et que
coûte que coûte, on ira au bout de la mission. Et peu importe par où on va passer, on sera là pour soutenir les uns les autres. Donc ça a été vraiment hyper flagrant, parce que le premier tour de salle que j'ai fait après ça, les gens m'ont dit mais vous êtes super connectés, l'équipe de salle est hyper impliquée. Et j'ai trouvé ça hyper beau, du coup, que ça soit ressenti sans même le dire par les clients. Et effectivement, dans notre maison, on ne présente pas les séquences avant. C'est-à-dire qu'on pose la séquence, elle a juste un intitulé, nuage sur le Léman, par exemple. Les gens dégustent pour deux raisons. C'est qu'ils sont connectés uniquement avec leurs sensations et leurs émotions. Ça, c'est la partie client. Et après, la partie collaborateur a un échange client qui est hyper riche. C'est-à-dire qu'il va vous présenter l'ombre chevalier, il va présenter, après, il va parler de la sensation, du produit, d'où il vient, le pêcheur. Et effectivement, comme disait Eric, une connaissance de la région qui est hyper poussée. Et je pense que la clé, elle est aussi là, c'est de leur montrer qu'en fait, ils sont essentiels. Moi, je ne veux pas de restaurant où il n'y a plus de collaborateurs en salle, parce que le sens, il est... Quand on va manger dans un établissement, on peut très bien jamais y revenir parce qu'on est mal servi ou parce qu'on a mal mangé. Donc on voit bien que c'est ensemble, en fait. Ça marche qu'ensemble. J'entendais hier quelqu'un qui me parlait de remplacer les chefs ou certains des collaborateurs ou des collaboratrices en cuisine par une intelligence artificielle qui permet d'avoir une forme de stabilité dans le goût des plats. J'ai eu hyper peur. Je me suis dit, mais si c'est ça le futur de la gastronomie, je ne veux pas en être. Et qu'est-ce qu'on... Mais c'est étonnant parce qu'on peut rentrer dans des choses très poétiques. Et c'est merveilleux, l'idée du théâtre, de la théâtralisation. D'ailleurs, le théâtre antique nous prouve ça. Il nous dit unité de lieu, de temps et d'action. Bon, merveilleux, ça concerne la cuisine d'auteur. On a là affaire à de la cuisine d'auteur. C'est pas forcément le tout. Nous, ce qu'on a trouvé comme solution, oui, l'école de théâtre, parce que dans le groupe Mandarin, on avait déjà ce type d'application pour faire monter les gens en compétence, surtout sur l'apprentissage de l'anglais. Et on s'apercevait que le faire pour apprendre en anglais fonctionnait très très bien. Donc on avait initié ce type de travail. Tout ça c'est formidable, ce sont des outils formidables qui permettent aux gens de monter en compétences, de trouver effectivement l'assurance dont ils ont besoin pour grandir dans ces métiers. C'est merveilleux. Après vous allez dire, il est venu aujourd'hui, il est chiant, il va parler d'être terre à terre. Tous les produits, tous les établissements où j'ai pas de problème d'attractivité au niveau du service, c'est que j'ai considéré, par exemple, que le service était le premier ingrédient de la réussite d'une cuisine. C'est l'hospitalité. Les Japonais disent omotenashi. La globalité de l'hospitalité fait qu'à un moment donné, vous trouvez que le plat est merveilleux. Donc, il fallait le considérer et considérer nos collaborateurs de service comme la partie importante de la créativité du lieu. Donc, dans le dernier restaurant que nous avons fait, qui est dans l'économie sociale, on a abattu la cloison de la cuisine. Les cuisiniers circulent en salle, la salle circule en cuisine. Il y a une interaction entre les deux métiers et tout le monde se sent considéré par la créativité parce qu'ils sont là. Deuxième chose, et là c'est pas possible dans le restaurant au Nord, mais dans d'autres restaurants, et notamment la brasserie de la Tour Eiffel, eh bien la loi nous a autorisé de garder le pourcentage. J'ai beaucoup de demandes de gens qui veulent travailler au service de la brasserie de la Tour Eiffel parce qu'on a encore ce pourcentage. Le pourcentage, qu'est-ce que vous entendez vous avez 5% de la note qui vous revient directement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le pourcentage qui a été défait par la loi de Raymond Barre, eh bien, par souci d'égalité, n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que les gens en salle gagnaient mieux leur vie. Alors aujourd'hui, sur les pourboires, il va falloir trouver un modus vivendi là-dessus pour se dire que tout le monde en profite, mais que ce soit un complément de rémunération, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, dans ce restaurant, j'ai des demandes, voire des gens qui partent à la retraite et qui proposent à des gens qu'ils connaissent. Vous voyez, c'est à un moment donné, là aussi, le problème de la rémunération va se poser sur ces questions de service. Est-ce que j'ai un intérêt à faire du service? Est-ce que je vais m'épanouir dans la vie en faisant ce métier ou pas? Sur la partie palace parisien dans lequel je suis, j'ai arrêté d'avoir un directeur de salle et j'ai mis 3 sommeliers, dont un sommelier en chef, qui fait office de directeur de salle, mais qui, du fait de sa compétence en sommellerie, eh bien, attire à lui des jeunes talents à qui il dit « Ok, tu ne vas pas faire de la sommellerie tout de suite, tu vas appartenir au groupe des sommeliers, mais tu vas aussi faire du service. » C'est-à-dire qu'on a fait évoluer un petit peu cette idée que, effectivement, comme vient de le dire Eric,
annoncer un plat et dire que le chef est merveilleux, la main dans le dos, et puis comme le chef était bien luné aujourd'hui, il va y avoir une bonne cuisine, et puis comme il a loupé le train l'été dernier, il va faire une mauvaise cuisine, parce que toutes ces conneries-là, on les a entendues en long, en large et en travers. Donc à un moment donné, je pense que si ces métiers de la salle doivent évoluer, et ils évolueront au même titre, vous avez parlé, nous avons parlé autour de cette table du management global de l'entreprise, et qu'il y ait vraiment beaucoup d'interactions entre le monde de la salle et le monde de la cuisine. Et si un jour vous venez le constater, vous venez à Honor, vous voyez que les cuisiniers sortent pour finir le plat en salle, et que les personnels de service, avec leurs compétences, arrivent en cuisine et préparent un certain nombre de choses qui vont leur servir en salle. Donc cette globalité de l'action, et encore une fois, on est là pour donner de l'émotion. Encore une fois, on parle de cuisine d'auteur, donc qui est une une virgule comme ça dans l'histoire de la restauration. C'est bien de le rappeler. Qui est pas, et oui, c'est bien de le rappeler parce que il faut que la France défende la cuisine d'auteur. Sauf qu'aujourd'hui, un établissement qui ferme, bien souvent, est un établissement du fait maison et d'une cuisine qui se voulait être une cuisine d'auteur, mais qui n'a pas réussi à trouver les leviers économiques pour le faire. On arrive à la fin de l'échange. Je voulais vraiment avoir un temps avec vous. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Oui, j'arrive. Ça marche. Comme ça? Alors bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette conférence sur le management. Moi, c'est un truc qui me passionne beaucoup. Chef Thierry Marx, on se connaît un peu. J'ai fait votre bachelor Thierry Marx à Paris et c'est grâce à vous que j'ai eu mon diplôme. Donc je voulais vous remercier. La question du management, je l'ai beaucoup vécu. Je parle de violence, harcèlement. Je travaillais dans des palaces, des grandes maisons, etc. Et ça a été la raison pourquoi j'ai voulu reprendre mes études, parce qu'il faut absolument faire quelque chose. Et je voulais savoir comment vous voyez l'avenir dans ces métiers-là, au niveau du management. Est-ce que c'est possible de changer les choses, ou alors il y aura toujours des extrêmes et on ne pourra rien faire? Voilà, c'était ma question par rapport à ça. Très honnêtement, on n'a pas d'autre choix que de changer. Je vais laisser la parole, mais il faut changer. Aujourd'hui, une entreprise qui va réussir dans les 10 prochaines années, elle sera en capacité de montrer son impact social et son impact environnemental. Il n'y a pas d'autre choix. Ce sera presque un critère de notation au bilan. Donc, le modèle managérial, accepter de changer pour que les gens soient plus rapidement introduits et inclus dans l'entreprise, ça fait partie de ça. Mais ça veut dire que, comme vous l'avez justement fait d'ailleurs sur ce bachelor, et je vous en remercie, c'est de considérer que l'action managériale fait partie de l'action de formation. Et ça a été très compliqué à faire entrer dans le schéma, notamment de l'éducation nationale ou d'autres formations, de dire attention, il faut apprendre à se parler, il faut arrêter les diminutifs, il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à se dire bonjour, c'est ça le premier. Et puis, il faut apprendre à préparer les choses, parce que, en fait, quand on regarde nos métiers, ils ont à peu près les mêmes signes que les métiers de l'urgence. Anticiper beaucoup pour improviser tout le temps. C'est ça un service. Un service, ça va déraper, vous ne savez pas pourquoi, le midi ou le soir, et le plus fragile va être touché par ça. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre aux managers, apprendre à déléguer en mettant des moyens de contrôle, et puis dans ces pré-préparations, ce qu'on appelle vulgairement ou honnêtement la mise en place, eh bien il y a une mise en place managériale pour que la pression ne soit pas excessive au moment où le rythme du travail se tend. Et ça, c'est beaucoup de préparation. J'avoue, et c'est à peu près tous notre cas, je vais vous donner juste une anecdote qui me concerne personnellement, et c'est jamais bien de donner des anecdotes qui nous concernent. Il y a environ 25 ans, je travaillais pour un grand groupe, je dirigeais un établissement, je venais d'avoir 2 étoiles, j'étais chef de l'année, on a l'impression qu'on marche sur l'eau, qu'on est un élu du divin. Et puis un jour, il y a un grand patron m'a dit ah, vous êtes un bon artisan, mais vous êtes un très mauvais manager, vous avez un taux de turnover dans votre maison qui est très mauvais. Et ça, pour nous, c'est pas acceptable pour l'image de l'entreprise. Et il m'a fait rencontrer un homme formidable de l'université de Berkeley qui s'appelait José Gutmann et qui, pendant 3 ans, m'a accompagné sur l'apprentissage du management, la connaissance de l'humain, la culture qu'il fallait avoir pour manager des hommes. Et souvent,
on est trop dans l'arrogance, pas assez dans l'humilité, pas assez dans l'écoute. Bien souvent, on considère que le manager doit prendre beaucoup la parole, or qu'il doit plutôt restreindre sa parole pour mieux écouter. Et donc, tous ces mécanismes, bien, je voudrais bien vous dire qu'une école hôtelière peut vous les donner, qu'à un moment donné, il va falloir faire l'effort de se dire, ce que vous avez fait d'ailleurs, merveilleusement bien, de dire, il va falloir que je me prépare à apprendre le management, parce que la cuisine, franchement, ceux qui s'intéressent à la cuisine, on a vite compris que c'était vite fait à apprendre. Le geste, le feu, le temps, coupe juste, goût juste, gestion du plan de travail, maîtrise du feu, la cuisson, maîtrise du temps, le temps pour faire, et le temps, la saisonnalité. Et après, tout ce qui va aller autour, savoir-faire, savoir faire. Et là, doit s'enclencher le management pour continuer à dérouler sa carrière. Et ça, c'est extrêmement important de l'apprendre, je vous le confirme. Le management, à un moment donné, il faut s'y intéresser, et ça s'apprend sur le fond, pas simplement sur la forme. Et je veux juste rajouter une chose, c'est que moi, ça me touche beaucoup ce que vous venez de dire, parce que vous posez la question de est-ce que vous pensez qu'on peut avoir encore espoir? Oui, il faut avoir espoir, et vous pouvez être vraiment l'acteur de ça. Donc en fait, c'est aussi grâce à vous. Et moi, je dirais qu'on a appris, nous, notre génération, à travailler avec l'environnement. Votre génération, vous êtes nés avec. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas vous mentir, et c'est trouver, quand on s'engage à vos côtés, c'est avoir des réponses engagées. Et à partir du moment où nous, on a des réponses engagées, je pense que l'engagement en face, il est réel. Et moi, je le vois tous les jours avec mes jeunes. Et comme le disait Thierry aujourd'hui, moi, je suis pas là pour être le père fouettard, je suis pas là pour élever la voix, je suis pas là pour donner des ordres. Moi, je donne au maximum aux gens qui m'entourent un engagement, chacun d'être une partie vivante de la maison. Et nous, avec Félix, on est là juste pour répondre aux questions, pour apporter des solutions. Et apporter des solutions, quand on est chef d'entreprise aujourd'hui, c'est se faire à soi-même ce qu'on veut faire aux autres. C'est-à-dire que je vois plein de chefs d'entreprise qui viennent me voir, qui me disent on a pris effectivement un cours de management, on a pris ça, on leur a donné 3 jours de congé, ils bossent plus que 4 jours par semaine, on les paye plus et pourtant ils restent pas chez nous et puis ça marche pas et puis ils s'engagent pas et puis tout ça. Et quand je les vois arriver, alors ils ont la barbe à moitié bouffée, ils viennent d'être opérés d'un cancer de je ne sais quoi, ils ont les cheveux qui partent dans tous les sens. Ils ont les cernes qui sont là et je leur dis mais vous, qu'est-ce que vous faites pour vous? Ah bah nous on est toujours 7 sur 7 sur le terrain, on est toujours à fond. Je dis mais non, si vous voulez que les jeunes, et moi c'est là où j'ai commencé à prendre conscience, c'est le jour où mon second il m'a dit mais chef, vous ce que vous êtes, la chef d'entreprise, à bosser tous les jours et avoir cette tête là, moi j'ai pas du tout envie de ça, ça me fait pas rêver dans ce métier. Et je me suis dit mince, si maintenant les jeunes que je forme n'ont pas envie d'être à ma place, je pense que là j'ai tout faux. Et c'est à partir de ce moment là où j'ai fait une marche arrière et qu'aujourd'hui, si je leur donne 2 jours et demi de congé, je prends mes 2 jours et demi de congé. Je ne prends pas 2 jours et demi de congé pour aller à une réunion de chef, pour courir à l'autre bout de la France pour faire un salon ou autre chose. Je prends mes 2 jours et demi de congé, je coupe mon téléphone, je coupe mes mails, je respire. Et quand j'arrive le mercredi après-midi en même temps qu'eux, j'arrive avec des solutions, j'arrive avec l'écoute, j'arrive avec le partage et avec le sourire du bon week-end que j'ai passé. Et là, j'ai le temps de faire le tour de tout le monde et de demander si eux, ils ont passé un week-end, si ça va bien ou pas. Et comme je suis dans l'écoute, si j'en vois un qui a l'œil qui vrille ou une réponse qui est un peu faible, on peut être sûr que dans la semaine, il passe au bureau et on va dénouer les nœuds pour éviter que le nœud devienne une boule et que cette boule-là, elle en antenne 3-4 et qu'on s'en rende compte trop tard et que c'est là où ça fait des chutes dans l'entreprise. Et pour répondre juste à ta question de l'avenir, et puis on va passer on forme aujourd'hui des jeunes justement là-dessus. Et je pense que c'est ces jeunes-là qui auront aussi la solution de demain. Et qu'aujourd'hui, vous savez déjà très bien tout ce qui se passe dans les entreprises. Et aujourd'hui, vous avez le choix d'aller dans telle ou telle entreprise. Et ça change tout. Et effectivement, les gens qui font bien seront les gens qui tiendront bout demain. Je vais laisser l'opportunité à une autre question, ici, avec des réponses le plus brèves possible, s'il vous plaît. Bonjour à vous, merci pour tout ce que vous faites, mais ma question elle va plus concerner vous, donc je pense que la réponse va être très brève. Vous parlez de management, vous parlez des métiers de l'ombre, c'est-à-dire de la salle, mais aujourd'hui, ces chefs qui sont là et qui sont des réussites et des modèles pour nous, ils ont des collaborateurs qui sont très importants pour eux et on ne les voit pas parce que vous ne les avez pas invités sur scène avec eux. Alors pourquoi vous ne les mettez pas dans la lumière, ces collaborateurs qui sont très importants, leur maître d'hôtel, leur manager? Il n'y a pas de concours pour eux, il n'y a pas de scène pour eux, on ne les voit pas, on sait qu'ils sont là, ils sont certainement assis là, mais ils n'ont pas leur place parce qu'on ne les met pas en avant. Alors, un petit droit de réponse quand même. On est donc
y a quand même une scène artisan toute la journée depuis 3 jours. On a mis en avant des artisans, des artisanes qui font les choses de manière fantastique. On n'a pas abordé sur cette saison la question du management avec ces personnes-là. C'est arrivé dans les éditions précédentes. En tout cas, mettre en lumière l'écosystème entier. On essaie de le faire par aussi les publications qu'on fait dans les différentes revues qui sont associées à Omnivore et à Syrah. Mais j'entends en tout cas d'une volonté de le faire encore plus et de pourquoi pas imaginer une scène salle. J'en parlerai en tout cas. Allez, dernière de chez dernière question. La réactivité là-bas, puis après on va clore. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sonia Marty-Sokouri, je suis chef consultante et experte des gastronomies africaines. Alors hier, moi j'étais au village international de la gastronomie à Paris et j'ai eu la chance d'être invitée par la Côte d'Ivoire. Donc je suis originaire de la Côte d'Ivoire, donc je suis franco-ivoirienne. Et j'ai assisté j'étais panéliste donc, sur une conférence sur les chefs femmes dans le monde. Et ce que vous dites est très intéressant parce qu'on parle de management. Et la question qui nous avait été posée, c'était justement la présence des femmes en cuisine, mais surtout leur responsabilité. Donc, en termes de hiérarchie en cuisine, chacune des panélistes a apporté effectivement sa réponse. Donc la question, c'était de savoir déjà pourquoi on a si peu de femmes et comment fait-on pour non seulement les intégrer, mais leur donner des postes à responsabilité. Pas forcément être au garde-manger, comme on le voit souvent, parce que dans beaucoup de brigades, on les cantonne à des postes de garde-manger ou à des postes aux poissons. Enfin, en tout cas, on ne les met pas sur les postes dits de bonhomme. Donc, quel est votre regard là-dessus? Quelle est votre position? Et comment vous avez envie de voir évoluer les choses? Et quand est-ce qu'on verra des femmes vraiment empowered women être au vrai poste, comme je dirais. Merci beaucoup. Si je peux vous faire une réponse brève, ma seconde, c'est une femme. Voilà, et elle est à mes côtés et je la traite pas comme quelqu'un de moins bien que les autres, bien au contraire. Et je suis toujours très fier d'avoir des femmes à mes côtés. Et malheureusement, j'en ai pas assez. Pour ma part, jusqu'à il y a quelques mois, ma sous-chef était une femme, ma chef pâtissière est une femme, la sous-chef pâtisserie est une femme. Elles ont beaucoup de responsabilités chez moi. Et ma responsable de salle est une femme. Un petit mot quand même, on ne recrute pas des sexes, on recrute des solutions, métiers. J'ai 2 femmes qui sont sous-chefs chez nous, dont une qui est chef à plein temps au Mandarin Oriental, Nina. Mais encore une fois, quand on recrute quelqu'un, on recrute une solution métier. Après, l'arrivée des femmes dans nos métiers a été tardive. Ma génération, et pourtant on doit être, Eric et moi, les plus anciens, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et le modèle de la femme en cuisine, c'était la mère Brasier. Et il fallait voir la taille de la mère Brasier. C'était des gamelles énormes, des soulevés de terre de 50 kilos, etc., etc. Donc il faut replacer les choses. Aujourd'hui, quand une entreprise recrute, elle ne recrute pas un sexe, elle recrute une solution métier. Et bien souvent, on arrive dans nos métiers aujourd'hui à avoir des femmes qui ont un parcours exceptionnel, qui ont su jongler un certain nombre de choses et s'imposer en termes de management. Après, je voudrais revenir sur la première question qui avait été posée sur pourquoi on ne voyait pas nos collaborateurs ou nos N-1, N-2, N-3. Bon, c'est qu'ils sont au travail. Et dans la plupart des entreprises, ils sont acteurs. Et dans la plupart de mes entreprises, ils sont actionnaires. Donc ça veut dire que quand quelqu'un me quitte dans une de mes entreprises, il part certes avec ce qui lui est dû, mais aussi un partage de la valeur de l'entreprise parce qu'il est actionnaire de la société. Donc ce qui permet à ces jeunes gens de pouvoir se projeter dans le prochain emploi ou dans la prochaine création d'entreprise. La société évolue, alors on peut faire des éléments de langage ou des rhétoriques de plateau télé parce que ça nous amuse et ça nous met un petit peu en lumière, mais aujourd'hui, nos métiers ont évolué, nos métiers sont extrêmement modernes et il y a plein de choses qui sont certes encore à faire évoluer, mais effectivement, on pourrait faire un salon de 55 000 personnes avec les N-2, N-3, N-4, mais ces N-2, N-3, N-4 seront peut-être là l'année prochaine à ma place ou à nos places. Donc le turnover va vite, la montée en compétences va vite aussi, et on laissera bientôt notre place, et nous on ira à la pêche. Mais voilà, c'était pour vous rassurer sur l'impact social de nos entreprises. Aujourd'hui, le partage de la valeur, ce n'est pas une idée du quinquennat, c'est quelque chose qui existe déjà beaucoup dans nos métiers. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette riche discussion.